Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT, le lien est dans la description, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actu des cryptos de manière simple et détaillée. Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Web 3. Qu'est-ce que le Web 3 ? À ce jour, vous avez probablement entendu l'expression Web 3 plus d'une fois. Peut-être que cela est apparu au travail ou pendant un dîner entre amis où on vous a expliqué pendant 10 minutes pourquoi Dogecoin emmène SpaceX sur la Lune. Tout ce discours sur le Web 3 peut être un peu déconcertant. Après tout, la plupart d'entre nous sont encore en train de s'adapter à la nouvelle réalité socio-politique créée par les réseaux sociaux, de sorte que l'idée d'une nouvelle version d'Internet peut être un peu écrasante. Mais nous sommes là pour tout vous expliquer. Avant de commencer, il est important de noter que Web 3 en est encore à ses balbutiements. En tant que tel, il évolue rapidement et continuera à évoluer pendant un certain temps. Mais bien que la forme ultime du Web 3 ne se réalisera pas de sitôt, nous avons une bonne compréhension de ses principes fondamentaux. Mais pour tout comprendre, il est utile de faire un voyage dans le passé, car l'histoire d'Internet rend beaucoup plus clair son futur. Qu'est-ce que le Web 1.0 ? Jusqu'à présent, il y a eu deux versions précédentes d'Internet, le Web 1.0 et le Web 2.0. Le Web 1.0 a été l'âge des dinosaures d'Internet, du milieu des années 80 au début des années 2000. Il est né d'un travail qui a commencé en 1973 lorsque la DARPA des États-Unis a commencé des recherches sur des protocoles qui permettraient aux ordinateurs de communiquer sur un réseau. Pour les non-initiés, les protocoles sont des règles standardisées et prédéterminées qui permettent aux appareils connectés de communiquer entre eux sur un réseau. La première version du web était décentralisée, ce qui signifie qu'elle reposait sur une série de protocoles ouverts et gratuits. Contrairement aux protocoles propriétaires, les protocoles ouverts ne sont pas détenus par une autorité centralisée ou limités aux produits d'une entreprise particulière. Bon nombre de ces premiers protocoles web, tels que le HTTP pour le web, SMTP pour les emails et FTP pour le transfert de fichiers, servent de base aux applications Internet modernes que nous connaissons aujourd'hui. Au cours du Web 1.0, Internet consistait principalement en une série de pages reliées par des hyperliens. Il n'y avait pas de visuel supplémentaire ou de section de commentaires comme ce que nous voyons lorsque nous utilisons Internet aujourd'hui. Les internautes n'étaient rien de plus que des destinataires passifs de l'information et ne pouvaient pas interagir ou répondre à ce qu'ils rencontraient. L'intérêt principal des propriétaires de sites web était de diffuser des infos au plus grand nombre de lecteurs possible et non de s'engager activement auprès de ceux qui visitaient leur site. Lorsque les sites comme IMDb sont nés, les pages web n'étaient qu'une poignée de liens et c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur Internet. Ensuite, qu'est-ce que le Web 2.0 ? Depuis 20 ans, nous vivons avec le Web 2.0. Elle ne se caractérise pas par un virage technique. Au lieu de ça, elle découle d'un changement dans la façon dont nous utilisons Internet. Le Web 2.0 est une version d'Internet qui permet aux utilisateurs quotidiens de créer, partager et publier du contenu. L'individu moyen n'est plus un observateur passif. Au lieu de ça, il joue un rôle actif dans la création d'Internet. Pour illustrer exactement ce que cela signifie, un magasin de commerce électronique dans le Web 1.0 n'était qu'une longue liste de produits et de prix. Dans le Web 2.0, les utilisateurs peuvent utiliser un site e-commerce pour effectuer des paiements, suivre leurs commandes, publier des avis, demander des remboursements, etc. En fait, les sites Web 2.0 encouragent activement les utilisateurs à participer et à accroître leur engagement. Malheureusement, pour trouver une entreprise ou une marque, les gens s'appuient sur une recherche Google. Pour trouver des artistes, les gens comptent sur Instagram et Spotify. Et pour trouver des produits, les gens comptent sur Amazon. Vous avez déjà vu la tendance. Des plateformes comme Google, Spotify, Amazon, Facebook et tous les autres grands noms du Web 2.0 servent d'agrégateurs de données centralisés. Ce sont des intermédiaires entre les fournisseurs et les consommateurs. Ces plateformes, qui créent de la valeur principalement en permettant des interactions directes entre les groupes, ont gagné en popularité avec le Web 2.0. En fait, elles dominent désormais l'économie mondiale et comptent parmi les entreprises les plus rentables au monde. Cela est venu avec quelques problèmes. Les problèmes du Web 2.0. Prenons Facebook comme exemple. Au début,
Facebook fournissait un service précieux. Venez sur Facebook, connectez-vous avec vos amis et partagez vos pensées avec eux. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes affluaient sur Facebook pour voir ce que faisaient leurs amis et entreprises, la mine de données d'utilisateurs de Facebook augmentait. Chaque clic ou like est devenu un point de données financièrement précieux. Et Facebook a reconnu que les entreprises seraient prêtes à payer pour mettre leurs produits devant de nouveaux abonnés, et même leurs abonnés existants. Il a donc commencé à attirer notre attention sous la forme d'espaces publicitaires. Aujourd'hui, Facebook est un intermédiaire qui détermine quand et comment les utilisateurs et les entreprises interagissent et s'engagent. Google fait à peu près la même chose avec ses plateformes publicitaires et Amazon avec ses produits vedettes. Si vous ne voyez toujours pas le problème avec ça, résumons. Dans le Web 2.0, ces intermédiaires détiennent tout le pouvoir. Ils possèdent toutes nos données et dictent ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire en ligne, se réservant le droit de fermer notre accès aux plateformes quand bon leur semble. Peu importe de quel côté de la ligne politique vous vous situez, vous avez tous vu le pouvoir de ces intermédiaires, comme avec la suspension du compte Twitter de l'ancien président américain Donald Trump. Les intermédiaires déterminent également avec qui nous pouvons interagir et quand, vendant notre temps et notre attention aux meilleurs annonceurs. Enfin, comme si cela ne suffisait pas déjà, la plupart des outils et services que nous utilisons sur Internet sont centralisés via des endroits comme les services de cloud AWS d'Amazon. Si vous ne le savez pas, près d'un tiers d'Internet passe par AWS. Pour ceux qui sont préoccupés par la confidentialité des données, qui craignent l'immense pouvoir qui accompagne une telle centralisation, le Web 2.0 comporte des risques profondément troublants. Entrez donc dans la blockchain et Web 3. L'étape suivant le Web 2.0 était connue sous le nom de Web 3.0 jusqu'à ce que Gavin Wood invente Web 3 vers 2014. Pour le meilleur ou pour le pire, le nom court est resté. Alors qu'est-ce que le Web 3 ? En bref, Web 3 consiste à résoudre tous les problèmes survenus dans le Web 2.0. Cette prochaine génération d'Internet vise à déplacer le pouvoir des grandes entreprises technologiques vers les utilisateurs individuels. Plutôt que de s'appuyer sur un seul serveur centralisé, Web3 est construit sur des réseaux cryptographiques alimentés par une chaîne de blocs qui permettent de stocker des données sur des appareils distribués, également appelés nœuds, dans le monde entier. Si vous ne savez pas ce qu'est la blockchain, nous vous conseillons de regarder notre vidéo à ce sujet. En fin de compte, ces appareils distribués peuvent être n'importe quoi, comme des ordinateurs portables ou même des serveurs. Ils servent de cadre à la blockchain, communiquant entre eux pour permettre le stockage, la diffusion et la préservation des données sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Grâce à ces nœuds, la blockchain fournit un enregistrement immuable. C'est un véhicule décentralisé de preuve de propriété qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Avec le Web 2.0, nous n'avons eu d'autre choix que de confier nos données à de grands géants de la technologie comme Google et Facebook. Nous n'avions pas d'autre choix que de compter sur AWS pour bon nombre de nos outils et services. De plus, nous avons dû être sûrs qu'ils utiliseront ces données de manière éthique. Comme nous l'avons vu avec le scandale de Cambridge Analytica, il est très facile d'utiliser nos données contre nous et cela peut avoir des ramifications socio-politiques mondiales. Des problèmes comme celui-ci expliquent pourquoi la propriété décentralisée de nos données et de notre identité, également appelée identité auto-souveraine, est plus importante que jamais. Cette propriété souveraine est obtenue grâce à des portefeuilles numériques comme MetaMask pour les blockchains compatibles Ethereum et ETH ou Phantom pour la blockchain Solana. Un peu comme un portefeuille dans le monde réel, un portefeuille numérique sert d'identité Web3 conservant en toute sécurité à la fois votre monnaie et vos données. Ce portefeuille est interopérable, ce qui signifie qu'il peut être utilisé de manière transparente sur Internet et fonctionner avec divers produits et systèmes, vous permettant de choisir quelles applications décentralisées ont accès à votre propriété. De plus, toutes les transactions et interactions sur la blockchain sont sans autorisation, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent pas l'approbation d'un tiers de confiance pour être effectuées. Voyons pourquoi cela est utile et nécessaire. Aujourd'hui, les particuliers doivent utiliser leur login Facebook ou Google pour accéder à de nombreuses applications en ligne, ce qui les oblige à céder leurs données. Mais dans Web3, les individus seront propriétaires de leur identité. En remplaçant les tiers par la blockchain, Web3 déverrouille des modèles commerciaux et des chaînes de valeur entièrement nouveaux, ceux où les intermédiaires centralisés ne sont plus favorisés. En fin de compte, Web3 prend le pouvoir des intermédiaires et le redonne aux individus. En fait, nous le constatons déjà avec les NFT. De nombreux artistes, musiciens et autres créateurs ont récemment commencé à expérimenter des moyens de recevoir des revenus de leur travail.
Une grande partie de cela peut être attribuée à la fonction des contrats intelligents, qui sont des accords prédéterminés programmés dans une blockchain qui s'exécute automatiquement une fois que les conditions spécifiées sont remplies. Plus précisément, avec les NFT, les contrats intelligents permettent des structures de redevances secondaires, ce qui signifie que les créateurs sont payés chaque fois que leur travail change de main sur le marché libre. Grâce à ce changement fondamental de la chaîne de valeur, les créateurs gagnent plus que jamais et modifient lentement le stéréotype douloureusement vrai de l'artiste affamé. C'est l'essence même de la raison pour laquelle vous devriez vous soucier de Web3. Maintenant, quelques questions-réponses. Comment Web3 est-il connecté au métaverse ? Bien que les termes Web3 et métaverse soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils ne devraient pas l'être. Ils ne sont pas les mêmes. Le métaverse est mieux défini comme un mélange du monde physique et virtuel. Les partisans du métaverse soutiennent qu'un tel avenir est inévitable et que les humains passeront un jour la majeure partie de leurs heures de travail dans une réalité virtuelle d'une manière ou d'une autre. L'idée a récemment gagné en popularité alors que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a misé gros sur le métaverse en renommant sa société de médias sociaux Meta. Web3 est une version décentralisée d'Internet et n'a rien à voir avec ça. Alors que de nombreux protocoles Web3 tels que les NFT ou les transactions de crypto-monnaies peer-to-peer peuvent être utilisés dans le futur métaverse, Web3 n'est pas le métaverse. Quels sont les problèmes avec Web3 ? Pour commencer, des changements importants s'accompagnent de risques importants. L'une des meilleures parties de Web3 est d'avoir la pleine propriété de vos données. Mais c'est aussi le pire. L'espace Web3 est toujours un Far West rempli de mauvais acteurs. Sans dépendre d'une autorité centralisée, vous êtes entièrement responsable de la sécurité de vos données et de votre monnaie. Il est donc crucial de toujours être sur ses gardes. Il y a aussi des problèmes d'évolutivité. Alors que peu de gens diraient que la décentralisation est une mauvaise chose en soi, les transactions sont plus lentes sur Web3 précisément parce qu'elles sont décentralisées. Les modifications doivent être traitées par un mineur et propagées à travers le réseau, ce qui prend du temps. Et en vérité, c'est loin d'être une liste exhaustive des préoccupations. Cependant, comme mentionné, Web3 en est encore à ses balbutiements et de nombreux développeurs travaillent activement à la résolution des problèmes actuels. Donc le principal point à retenir est le suivant. Web3 est envisagé comme la prochaine étape d'Internet. C'est une ère Internet décentralisée et axée sur la confidentialité où les utilisateurs possèdent leurs données et leurs bénéfices sont transférés des intermédiaires centralisés aux mains des créateurs et de leur communauté. Si les développeurs travaillant sur les problèmes actuels réussissent, nous pourrions y arriver. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aller regarder nos autres vidéos disponibles. N'oubliez pas de vous abonner, de donner vos avis en commentaire et de partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. À bientôt!